En fait, ce qu'il faut comprendre dans le développement immobilier, un peu comme j'ai mentionné dans le deal précédent, j'avais pas d'expérience. Les propriétaires de terrain, la majorité de ceux-ci ne connaissent pas le deal. Je veux être multimillionnaire. OK? Tu veux être multimillionnaire quand? Ben, dans ma vie, tu sais, l'univers ne t'amènera pas l'argent sans action. Nous, on va faire les acquisitions de terrain, puis on va grandir notre parc immobilier, puis on va faire partie du tsunami de cash parce qu'il manque 1 190 000 logements au Québec d'ici 2030. C'est 200 000 logements chaque année à construire pour atteindre l'équilibre. Tu vois une opportunité, tu fais tes calculs, tu fais tes étapes. Nous, on en a 18 dans le programme Flipland que je mets en place depuis 2007. Là, je suis mes étapes tout le temps. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait un petit peu d'argent. Après ça, la deuxième page, j'avais moins de participation dans le projet, mais j'ai une réalisation. Une fois que tu as une réalisation, ton ego monte, tu as des bébés succès, puis chaque bébé succès te rapproche vers un succès. Faut comprendre, Sir-John, que dans le développement immobilier, si tu as un projet qui est huge, qui est beau, qui a un potentiel financier, puis tu es capable de le démontrer, il y a toujours de l'argent à la porte. Alright, guys, aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec Jeff Carrière. Pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, si vous voyez que je gueule un peu, j'écris un peu, c'est parce que Jeff a une énergie contagieuse. Je parle avec une énergie de 120% actuellement. Jeff est un investisseur immobilier, un coach, un développeur, et il fait le tour du Québec avec son camion. Alors, il investit à distance. Ses locataires, c'est McDonald's, Dollarama et ainsi de suite. Alors, j'ai très hâte de parler avec Jeff. Il enseigne à d'autres comment devenir un investisseur immobilier, comment devenir un développeur, comment aller chercher les fonds. On va parler de comment ramasser des fonds. Alors, restez à l'affût, restez à l'écoute parce que ça va être un épisode à ne pas manquer. Jeff, comment tu vas, mon ami? Ça va très bien. Yes, sir, Sir-John. Yes, sir. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Écoute, je suis vraiment excited de venir te voir parce que vraiment, tu cartonnes à plein sur le web. Puis je suis vraiment excité et honoré parce que tu as quand même fait des interviews de grandes personnalités publiques mondiales. Puis pour moi, c'est vraiment un honneur de venir sur ton show. Écoute, je t'ai vu, merci beaucoup. Je t'ai vu sur les réseaux, ton énergie est super contagieuse. Puis je t'ai parlé pour la première fois, puis tu étais une boule d'énergie puis qui dit que tu as aidé autant de personnes, que tu es capable de rendre n'importe qui un investisseur immobilier. C'est impressionnant parce que pour coacher quelqu'un, il faut maîtriser. Et tu maîtrises, tu as beaucoup d'investissements, beaucoup d'immobilier dans ton portefeuille à toi. Alors, il faut, quand tu vends une balayeuse et tu n'as jamais acheté de balayeuse, il y a un problème. Right? Quand tu vends une hypothèque, tu n'as jamais eu d'hypothèque, il y a un problème. Alors, c'est important parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans l'immobilier. Il y a beaucoup de coachs qui n'ont pas fait grand-chose, puis ils se nomment coach parce que c'est la façon le plus facile, le plus rapidement faire de l'argent. Donc, j'apprécie du monde qui sont legit et qui donnent de la vraie valeur. Puis, écoute, les dernières vidéos que j'ai écoutées de toi, j'apprenais. Alors, c'est impressionnant. Aujourd'hui, j'ai appris que si tu toquines mon veston derrière, il n'y a pas de boss derrière. Donc, ça, c'est vraiment bien. Jeff, merci beaucoup d'être là. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, donne-moi un petit résumé de qui tu es. Comment tu es rentré dans l'immobilier rapide? OK. Je vais faire ça super short parce que juste mon storytelling par rapport à comment je suis rentré dans l'immobilier, c'est vraiment focus. Je pourrais en parler pendant 2 heures. En fait, je venais de vendre ma société de protection incendie et puis par la suite, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait l'intermédiaire de marché sans licence. Donc, je connaissais des gens qui avaient des sous, je connaissais des gens qui avaient des projets immobiliers. Donc, je n'étais pas courtier immobilier comme toi ou courtier hypothécaire comme toi, mais j'avais des connaissances, fait que je faisais comme de la consultation en financement. Et puis, à chaque fois qu'un projet arrivait, j'étais tout le temps en train de le modifier. À un moment donné, il y a un client qui m'appelle dans un bar. Il y a un bar sur le boulevard des Laurentides à Laval, puis il me mentionne « Je veux mettre le bar à terre et je veux construire des condos, maisons-condos sur des Laurentides. » Écoute, je suis allé sur place, je savais que c'était pratiquement impossible. Je fais mon pitch, le gars super enchanté, mais il y a un gars au bout du bar qui m'entend. Je sors dans le parking, puis il me dit « Hey, je veux te parler. » Fait qu'on s'assoit justement
à côté du char. On s'accote sur le char, puis comme on commence à jaser, il dit, moi, j'ai un projet, j'ai une opportunité dans la municipalité de Trois-Rivières, puis on peut faire un partenariat. On va déjeuner la semaine d'après, on fait le partenariat ensemble, on a une super vibe, ça va super bien. L'autre semaine d'après, je suis dans le bureau du maire, Yves Lévesque, à Trois-Rivières, et je fais une présentation. Il y a un terrain qui est à vendre par la municipalité. Et puis, la municipalité, elle veut avoir un méga projet. Donc, le projet, j'y explique ma vision, mais j'ai jamais fait d'immobilier. Je sais pas c'est quoi un changement de zonage. Je sais même pas comment faire du développement immobilier. Je connais rien. Mais parce que j'avais toujours des idées, des visions sur certains projets, ben à un moment donné, l'expérience de construction aussi. Donc, j'ai vendu ma salade, puis en sortant de là, une rencontre était supposée durer 15 minutes, ça a duré 1h30. Il me dit, présente-moi ce que tu viens de me mentionner, puis on va avancer. Donc, quelques semaines plus tard, j'ai rencontré un urbaniste, il m'a fait un plan. On a présenté ça à Yves Lévesque, il a dit, c'est exactement ça qu'on voulait. Donc, on avait 3 sections, condo, hôtel, et on avait également une résidence personnes âgées. La résidence personnes âgées, 330 unités. Donc, mon premier projet de développement immobilier, Sir-Jan, c'est 330 unités. Parce que quelques semaines après, il m'appelle et il me dit « Hey, écoute, ça n'a pas de bon sens, ton projet a été accepté par la municipalité. Le conseil de ville au complet a accepté mon projet. » Donc, je venais de gagner l'appel d'offres que je ne connais pas. Là, il me dit « Jeff, il dit, faut que tu viennes en conférence de presse. » Je dis « Parfait. » Fait que je dis « C'est quand? » Là, il me dit « C'est telle date. » Là, j'avais beaucoup de difficultés financièrement dans ce moment-là. Vieux Ford Escort, Wagon, tout rouillé. OK, écoute, c'était le cataclysme financier. Moins 150 000 dans le compte de banque. Puis avant d'aller à Trois-Rivières, j'ai appelé ma mère pour emprunter 40 $ pour mettre de l'essence dans mon véhicule, pour aller faire la conférence de presse sur un terrain que je venais de faire une proposition pour acheter de 2,6 ou 2,8 millions. Fait que c'est de même que j'ai commencé en développement immobilier. Attends, j'ai hyper curieux. Est-ce que vous avez fini par monter le projet? En fait, ce qui est arrivé, donc mon projet est accepté. J'ai fait la conférence de presse, mais là, attends, je vais te donner un autre in. Durant la conférence de presse, tout de suite après, Yves Lévesque, il dit « Ah, on va aller manger sur le bord de l'eau, tout le monde ensemble, on a un gros développeur immobilier avec nous autres. » J'espère qu'il ne veut pas que je ramasse la facture. J'ai même pas d'argent. Puis là, il servait de bord, il voit son directeur général, puis il dit « Hey, by the way! » Il dit on invite notre investisseur. Hein? Fait que je dis « Parfait. » J'ai eu chaud, tu sais. Donc, et c'était complètement fou. Et c'est là que j'ai appris à faire mon premier changement de zonage. On a pré-développé le projet. Et pendant l'année, j'ai trouvé un investisseur financier passif, qui est devenu actif par la suite, qui a embarqué dans le projet. Il faut comprendre, Sir-Jan, que dans le développement immobilier, si tu as un projet qui est huge, qui est beau, qui a un potentiel financier, puis tu es capable de le démontrer, il y a toujours de l'argent à la porte. Il y a toujours de l'argent qui sonne, qui cogne à ta porte pour venir investir chez vous. Fait que moi, j'ai monté mon parc immobilier comme ça et ça a commencé dès mon premier deal. That's pretty cool, Jeff. Dis-moi, là, présentement, est-ce qu'il est monté? Ça fait c'est quelle année? Oui, il est monté. Le projet, ça s'appelle Résidence Place Belvédère. Il y a un hôtel, puis un condo, puis un résidence. résidence? Il y a la résidence, 330 portes, mais l'hôtel n'a pas été construit. Puis l'autre, les condos? Non plus. Ils ont été remplacés par un investissement avec des chambres à court terme, 4 heures et moins. Donc, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vendu le projet? Ou avec mon investisseur, par manque de connaissances. Puis ça, c'est important. Je veux que vous appreniez ça, les investisseurs. Futurs investisseurs immobiliers, c'est vraiment important que tu te formes. Parce que si tu arrêtes tes connaissances, tu arrêtes ta croissance. Ce qui est important, là, c'est que moi, si j'aurais eu la connaissance, là, Sir-Jan, j'aurais pas laissé aller mon deal parce qu'il m'a acheté mes actions pour une coupe de 100 000. Mais au lieu de faire une coupe de millions. Mais je connaissais pas ça. Il me manquait de connaissances. Puis j'avais beau fouiller à droite, à gauche, j'avais pas les connaissances. C'était pas disponible. Si on recule de ça, là. Mais ça t'a aidé le fait que de passer de 0 à 100 000, écoute, exactement. Ouais. Je suis parti de là, puis là, j'ai jumpé, j'ai fait mon premier Tim Hortons. Il y a premier Tim Hortons, OK. Ouais. Là, ça vient là. Il y a beaucoup de personnes. Ils n'ont pas les connaissances. Ils ont une belle opportunité devant eux. Donc, soit ils ont trouvé un terrain, soit ils ont négocié le prix. Et là, ils veulent rentrer en partenariat, puis ils veulent la grosse palette. Mais si tu vois que tu n'as pas l'expérience, des fois,
avoir 50 sous le dollar, 20 sous, 30 sous le dollar. Mais si tu peux t'accoter à cette personne et apprendre que tout ce qu'il fait, c'est beaucoup mieux que, à un moment donné, désintéresser les gens autour parce que tu veux tout gros, tandis que tu n'amènes rien sur la table. Toi, ce que tu as fait, tu as vendu, tu as fait quelques centaines de dollars, centaines de milliers de dollars, puis that's it, right? Exact. Puis tu as appris, j'imagine, avec cette expérience. Mais je te donne quand même un gros tape sur le dos parce que même si tu n'avais aucune connaissance, tu avais les balls. Les comme on balls, dit. exact. Les balls, golden balls pour Ouais. pouvoir aller jusqu'à la mer de Trois-Rivières pour pouvoir vendre ta vision. Puis tu dois être fier quand tu passes à travers à côté des résidences. J'imagine que Absolument. des fois, tu dis, hey, ça, c'est ma vision là, qui Ça, vient c'est d'être vraiment, accomplie. it's one other part of me. C'est ça que c'est vraiment exceptionnel. Tout commence avec une vision. Exact. Parle-moi de Tim Horton après. C'est tout après ou... Oui, ben en fait, j'ai utilisé l'argent, mais pendant ce temps-là, le projet roulait. Puis tout de suite, j'étais en prospection déjà parce que là, pas besoin de te dire, j'ai comme une petite piqûre. Tu sais, je passe mon premier projet immobilier, 80 millions de valeur, tu sais. Wouh! Fait que là, je suis vraiment excited, tu sais. Fait que je pars de là, puis c'est vraiment... je m'en vais en prospection, je rencontre des courtiers, je rencontre du monde, puis là, on me parle de commercial. Mais moi, ma vibe, avec ma société de protection incendie que j'avais avant, j'avais beaucoup de contacts et j'étais beaucoup dans le commercial, donc beaucoup de la restauration, etc. Donc, j'avais quand même un bon réseau de contacts. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvé à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, si vous allez au glissade d'eau dans ce coin-là, vous passez à Saint-Joseph devant un Tim Hortons, bien ça, c'est une de mes anciennes propriétés dans laquelle ça a pris 2 ans et demi avant de closer le deal chez le notaire. Donc, c'est un truc que j'utilise encore une fois aujourd'hui dans mes promesses d'achat pour pouvoir étirer la promesse d'achat, afin de pouvoir valoriser le terrain, faire ce que tu as à faire durant ton pré-développement, ton développement. Des fois, on a des situations qui sont problématiques. Dans ce cas-ci, on avait une problématique environnementale qui est le niveau de l'eau qui montait dans ce coin-là, comme tu le sais, avec les inondations. Je suis allé faire accepter auprès du ministère tout le niveau d'eau qui montait. J'ai prouvé qu'en montant la bâtisse, en faisant un solage hydrofuge, il n'y aurait pas de problématique pour le commercial. Puis par la suite, on a présenté le projet à Tim et on a signé un bail de 20 ans plus 2 options de 5 ans, je pense, ou 4 options de 5 ans. Et puis ça a été exceptionnel, ça a été un franc succès. Donc, ce terrain que tu as acheté avec tes investisseurs, j'imagine. Même affaire. Même affaire. Puis après ça, tu as développé, tu as mis une offre d'achat sur 2 ans. Oui, 2 ans et demi, oui. OK, dans le résidentiel, c'est 14 jours. Dans le commercial, si tu peux mettre ça si loin. Maintenant, dis-moi, pourquoi, pour les gens qui se demandent, qui sont peut-être dans le résidentiel aujourd'hui, qui se disent 2 ans et demi, comment un vendeur déciderait de vendre après 2 ans et demi, tu vois? Et pourquoi lui, il ne le fait pas quand il voit un peu J'imagine que quand tu parles de 2 ans et demi, tu dois expliquer pourquoi tu as besoin de 2 ans et demi avant de l'acheter. Et là, tu parles de ton développement, ta vision folle. Ah, je veux monter un 400 tours à condo ou un Tim Hortons. Il va dire, mais attends un peu, laisse-moi le faire moi-même. Oublie l'offre d'achat. Il peut dire ça aussi. Alors, tu dois l'expliquer. C'est quoi l'extension? Pourquoi tu veux 2 ans et demi? Explique-moi un peu. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le développement immobilier, un peu comme j'ai mentionné dans le deal précédent, j'avais pas d'expérience. Les propriétaires de terrain, la majorité de ceux-ci ne connaissent pas le développement immobilier. La seule chose qu'ils connaissent et qui sont au courant, c'est long avec la ville. Ça, ils sont au courant de ça. Donc, tu utilises ça, mais c'est sûr que faire du développement immobilier, c'est un jeu d'échecs. Donc, il ne faut pas nécessairement que tu lâches ta première action en partant. Donc, c'est sûr que je n'arrive pas là en disant je vais faire une promesse d'achat de 24 mois. T'sais, on va faire une promesse d'achat normale, puis on va la rouler de 30 jours en 30 jours jusqu'à ce que la période de diligence soit terminée. Fait que ça, c'est des trucs. Tu es un investisseur immobilier, utilise ce truc-là dans ta future prochaine promesse d'achat. Cette promesse d'achat-là va perdurer de 30 jours en 30 jours jusqu'à la période de diligence soit terminée. Utilise cette phrase-là et tu vas aller au notaire quand toi, tu vas décider. C'est le truc que j'enseigne également aux élèves. Comment que tu as fait pour le financement? OK, tu as pris 2 ans et demi, mais avant le financement, excuse-moi, moi, je suis tout excité là ouais. Avec toutes tes folies que tu viens de faire. Tu as mis une offre d'achat.
Le prix d'achat est de combien pour le terrain? C'était 750 000, je pense, à l'époque. 000, Ouais. OK. Puis après ça, tu allais voir la ville pour montrer un peu ce que tu veux faire, c'est ça? Oui, exactement. Par la suite, tu as dézoné la place, c'est-à-dire que tu as... J'avais déjà le bon zonage. OK. La seule chose, il a fallu faire ce qu'on appelle, dans le fond, faire accepter le service au volant. Donc, on a fallu faire une dérogation parce que là, le service au volant débordait un petit peu. Donc, on a fait... C'était-tu à côté de l'autoroute ou quelque chose comme ça? Ben, en fait, c'était au coin d'un T d'une lumière. C'était Prime Spot. Là. C'était Prime Spot. Okay. Mais le terrain était mou. On était en flasque. C'était compliqué comme terrain. Il y avait la période d'inondation. Donc, l'eau qui montait. Le terrain, même au printemps, il est toujours inondé un petit peu. Là. Donc, surélever le terrain, ça a coûté quand même des dollars faire le projet. OK. Puis Tim Hortons, était-tu toujours dans les plans? Oui, absolument. On a signé un bail. Ouais. Mais avant même de signer le bail, OK? Est-ce que tu as signé le bail après l'achat ou avant l'achat? Toujours avant. Avant. Tout projet commercial, promesse d'achat, puis en deuxième lieu, tu vas chercher ton locataire. Et pendant cette période-là, ben, ça te permet de faire ta diligence, avancer, valoriser ton terrain avec ton locataire. Parce que un bail AAA, d'une bannière comme ça, Tim Hortons, Wendy's, McDo, PJC, peu importe. C'est quand même la banque va s'accoter sur la valeur du bail et non sur la personnalité. Oui, on va se fier à la personnalité aussi, mais primairement, on finance quoi? Le papier. Et est-ce que le vendeur ne savait pas que tu faisais tout ça, que tu avais Absolument le pas. Sinon, ça aurait été une autre chose. Mais c'est devenu mon ami par la suite, OK? Donc, le père est décédé, mais le fils, c'est encore mon ami. Dans le fond, et puis j'ai tissé des relations parce que c'était l'ancien propriétaire, parce qu'il avait vendu, l'ancien propriétaire des glissades d'eau, donc lui, il a beaucoup de terrain dans ce coin-là, et puis on a tissé quand même une bonne amitié durant cette rencontre-là, mais à chaque période, 3 mois, 2 mois, j'allais le voir, je disais où est-ce que j'étais rendu, les contraintes environnementales sont complexes, donc toujours être en communication avec le vendeur quand on veut étirer notre promesse d'achat. Tu touchais jamais le terrain avant l'offre d'achat, c'est-à-dire c'est tout sur carte, sur plan, exact. Permis et tout, mais jamais sur le terrain. Parce que si tu commences à faire des choses sur le terrain, ben, tu n'as pas le droit. Exact. Puis les villes acceptent quand même que tu n'es pas l'acheteur, tu n'es pas encore propriétaire d'aller chercher les plans. Procuration. Ouais, avec une procuration, on peut faire accepter n'importe quel projet auprès d'une municipalité. Donc, la clé, c'est la procuration. Entre autres. Donc, il y en a beaucoup qui... Promesse d'achat, procuration. Tu peux l'insérer, ta procuration, à même ta promesse d'achat. Donc, c'est un paragraphe que les vendeurs vont passer par-dessus, mais drôlement important. Puis, on avance avec ça. 2 questions avant de rentrer dans... Je pense que ça va durer 3-4 ans, notre podcast. C'est malade, c'est malade. Et j'imagine que tu as des conversations que tu n'as peut-être pas eu aussi détaillées comme ça. Donc, ça a amené beaucoup de valeur à nos écouteurs. Donc, avant le financement, j'ai perdu le fil là. Donc, c'est quoi que je voulais dire? Excuse-moi. C'est quoi que je voulais dire? Développement, financement, bridge. Non, c'est avant le financement. Je voulais parler de... tu allais chercher un investisseur? Ouais. Un investisseur pour acheter. OK, attends. C'est quoi que je voulais dire, man? C'est une très bonne question. Comment aller chercher un investisseur? Non, même pas. C'est même pas ça. OK, je vais juste continuer. OK, parfait. Donc, rock and roll. Avant le financement, ouais. tu es allé chercher un investisseur, j'imagine. Right? Oui, en fait, la valorisation dans le commercial pour aller chercher des investisseurs passifs, c'est l'avantage. Parce que lorsque tu as une offre de location, un LOI, Letter of Intent, d'un franchiseur important, tu as une valorisation et future. Tu es déjà en mesure de pouvoir calculer. Tu as déjà ton coût de terrain, soft cost, hard cost, et tu es en mesure de savoir l'hypothèque potentielle que tu vas mettre dessus. Et comme tu le sais, un client, mettons, exemple, McDonald's, Tim Hortons, Jean Coutu, lorsque tu l'as comme locataire, comme courtier hypothécaire commercial, ben c'est le fun à financer parce que c'est pas un nettoyeur chez Gisèle, mettons, ou un dépanneur chez Roger. Parce que dépanneur chez Roger à la banque, ça vaut pas grand-chose, mais Tim Hortons, pas demain matin qu'ils vont fermer, là. T'sais, ils sont à la bourse, machin. Donc, tous ces éléments-là font que la valeur de ton bâtiment est supportée par ton document. Fait que tu vas t'arriver de bord, tu vas chercher un investisseur,
immobilier passif et ou actif. Ça dépend si tu veux apprendre encore plus loin. Moi, dans mon cas, celui-là, je suis allé chercher un partenaire actif. Donc, il m'a amené à un autre niveau. C'est devenu, à un moment donné, un de mes mentors. Et puis, avec lui, on a monté beaucoup de projets immobiliers. J'ai appris énormément de lui. Il avait déjà beaucoup d'expérience. C'est tout le savoir-faire qui fait en sorte que tu vas grandir ton parc immobilier rapidement. Est-ce que ça a toujours été dans tes plans d'aller chercher des locataires AAA comme Tim Hortons? Tu m'as parlé de McDo, tu m'as parlé de Dollarama. Est-ce qu'on dirait que tu as beaucoup de ces genres de locataires? Ça veut dire que ta stratégie a été visée pour aller chercher ce monde-là, puis tu as trouvé une façon d'aller chercher cette qualité de locataire. En fait, quand tu veux te lancer en développement immobilier ou en immobilier, de passer directement en version commerciale va te propulser plus rapidement qu'en version résidentielle. Parce que c'est plus facile d'aller chercher un investisseur passif parce que celui-ci ne sait pas comment aller chercher, justement, cogner à quelle porte pour trouver un Tim Hortons, un Wendy's. Par contre, il sait comment faire du multirésidentiel. Il sait comment gérer une bâtisse multirésidentielle. Mais la stratégie, le Boys Club ou tout le phénomène du commercial, c'est un monde à part. Quand tu arrives avec ça dans tes mains, tout le monde veut être partenaire avec toi. Si tu as naturellement le rendement qui vient avec. Et mettons que tu vas chercher un Tim Hortons ou un McDo. Avant même la construction, avant même de les convaincre, eux, ils doivent faire leur vérification, le secteur, l'économie. Alors, est-ce que tu fais une certaine recherche pour dire, OK, moi, je sais que Tim Hortons vont être là parce que je sais que dans leurs critères, eux, ça fait leur affaire, ça les intéresse? En fait, oui, mais quand on commence, on ne connaît pas toute cette charabia-là d'études de marché sur un sit-down. Un sit-down est un restaurant, mettons, déjeuner ou un restaurant dîner-souper, une casa grecque, exemple. Mais un service au volant, on ne connaît pas ces éléments-là. Lorsque tu en fais, de plus en plus, les gens du bureau chef t'éduquent en même temps. Moi, j'ai été, honnêtement, là, je touche à du bois, là, mais j'ai eu un super de bel accompagnement avant que mon investisseur embarque parce que j'ai rencontré quelqu'un au bureau chef de Tim Hortons qui m'a pris sous son aile et qui m'a dit « Je vais te montrer » parce qu'il voyait que j'avais un talent. Il a senti que j'avais un talent, donc il m'a pris sous son aile et il m'a montré comment aller chercher d'autres terrains pour justement desservir Tim Hortons. C'était quoi les critères? Comment ça fonctionnait? Quel était le marché cible? Bon, quand tu veux faire, c'est facile, je vais le dire rapidement, mais quand tu veux faire du service au volant, c'est entre 12 et 15 000 véhicules par jour que ça prend qui passent en façade. Si tu fais un Tim Hortons, il faut que tu sois sur le côté du matin. On le sait, c'est un restaurant fast-food du matin. Les autres bannières, ils peuvent être aux quatre coins, ils peuvent être sur le côté du soir. Donc, la pharmacie, c'est souvent le soir en finissant. Le dépanneur, c'est le soir. Donc, parce que j'ai fait beaucoup de stations-service aussi. Donc, on apprend comme ça. Et ça, c'est des éléments que tu apprends sur le tas. Et combien de Tim Hortons ou de McDo tu as écoute, on a fait vraiment plusieurs. À un moment donné, on faisait des Tim Hortons comme des hot dogs. Mais, même s'ils ne servent pas de hot dogs, mais on en a fait vraiment plusieurs. Des stations-service, on faisait des combos. Donc, on faisait des Petro-Canada avec des Tim, des Petro-Canada ou des SO avec McDo. J'ai fait mon premier deal station-service, c'était un couche-tard à Valleyfield. Fait que là, on a développé un énorme terrain. Puis, on a revendu la partie résidentielle. On a développé la partie commerciale. Avec mon partenaire, on a revendu la partie commerciale. Et moi, je suis resté partenaire dans la partie commerciale. Donc, il y avait à la fois un combo Tim Couche-Tard. On avait un restaurant déjeuner, puis on avait une énorme garderie sur un terrain de 105 000 picoris. Grosse valorisation. Selon toi, pourquoi les gens ne rentrent pas dans ce créneau? Parce que tu es comme dans la minorité que je connais qui font ce genre de développement. Puis je pense qu'une des raisons pourquoi ces gens-là ne rentrent pas, c'est les fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir un plus gros fonds, des plus grands réseaux de contacts. Il y a beaucoup plus de choses que, par exemple, multirésidentiel où tu vois un secteur,
Tu es même capable d'analyser le marché comparable pour savoir, OK, est-ce que ça pourrait louer à combien? On pourrait avoir une évaluation économique de combien? Tandis que dans le commercial, c'est un autre game. Donc, pourquoi, selon toi, c'est quoi les mythes? En fait, le principal mythe, ben, c'est pas un mythe, c'est le manque de connaissances. Le fait de manquer de connaissances, tu peux pas performer. Tu peux pas aller chercher des loyers que moi, je vais chercher aujourd'hui. J'ai vu des teams avec des prix vraiment bas au pied carré, alors que moi, je vais chercher 4, 5, 6 fois supérieur. Donc, c'est un peu le manque de connaissances. Comment fonctionne la construction, ça s'apprend. Il faut juste prendre un bon entrepreneur, il faut être bien entouré. Donc, il y a des formations qui existent justement pour apprendre un peu comment fonctionne. C'est quoi un bail AAA? C'est quoi un bail double net? C'est quoi? Parce que tout le monde s'imagine que c'est des bails triple net, là. Puis, mais il y a une grosse différence. Bon, on n'en parlera pas parce qu'on va manquer de temps, comme tu disais tantôt. Mais l'idée, c'est d'aller chercher ces connaissances-là et avec des gens, ou sinon, de faire du partenariat avec des gens qui ont ces connaissances-là. Absolument. Et pour ce qui est du financement, oui. Comment ça fonctionne de ton financement, oui. Le financement, écoute, tu vas y aller sur un financement soit alternatif privé pour faire ta construction et par la suite bancaire pour ton long terme et ou tu peux prendre l'option du bancaire pour le court terme. Donc, il y a des banques qui font du bridge et ou des prêteurs alternatifs. Et dans un deuxième temps, ton prêt long terme. Moi, je préconise beaucoup de ne jamais utiliser la même institution financière pour le bridge de construction et le long terme, parce que comme tu le sais, la banque va financer, exemple, je vais donner un exemple, 70-75% de la valeur économique et ou des coûts de construction. Puis là, il y a la belle phrase, le moindre des deux sera retenu. Fait que ça te fait un financement 60-62%. Ça, on ne veut pas ça. On veut avoir... L'objectif numéro 1 d'un développeur immobilier, c'est de récupérer 100% de sa mise de fonds dans un projet de développement immobilier commercial. J'adore ce que tu dis. L'alternative et privée, ça me parle beaucoup. C'est ce qu'on fait dans l'équipe, autant le commercial, bancaire également. Au niveau de l'alternative privée, okay, toi, là, les prêteurs privés, j'imagine que c'est des gens qui ils ont une connaissance dans le privé, dans le commercial, parce que ce que j'ai remarqué au début de ma carrière, ça fait maintenant 8 ans que je fais cela, c'est que tu ne peux pas aller voir un prêteur privé résidentiel pour parler des gros projets commerciaux. Ça, c'est et de deux, aller chercher du 100% de financement, j'aimerais ça que tu parles un peu plus de ça. Est-ce que tu vois des prêteurs privés aller à 100% de financement? Puis j'aimerais ça que tu expliques, quand tu vas à 100% de financement, okay, est-ce que le client doit donner d'autres garanties? Parce que le prêteur privé, il prend 12%, 13% et tu veux qu'il va à 100% de financement. À un moment donné, le maths ne fonctionne pas. Tu vois? Il prend tout le risque, le moins de rendement, toi tu fais le gros argent, mais tu mets absolument rien de toutes tes poches. Explique-moi un peu la philosophie derrière. Quel est l'attrait numéro 1 d'un prêteur privé? Si, advenant le cas que tu n'avances pas dans ton projet, tu t'enfarges puis ça ne va pas bien, lui, il voit l'opportunité de récupérer le deal. Donc, si je m'enfarge, il récupère un Jean Coutu, il récupère un Tim Hortons, un McDonald's. C'est la clé. La majorité des prêteurs privés ne comprennent pas non plus la game non plus du commercial. Ce qu'ils recherchent, c'est t'as-tu une porte de sortie? Oui, j'ai une porte de sortie. J'ai un bail. Toutes les banques vont nous financer. Ils nous courent après. Donc, on les met en compétition. Donc, c'est un peu l'idée en arrière pour le bridge, soit privé ou alternatif. Tu vas chercher également ton long terme. Tu as ta porte de sortie. Tu montes la porte de sortie. Un projet dure 4-5 mois, maximum 6. Boum, tu calcules tes choses. C'est pour ça qu'il faut que tu négocies comme il faut. C'est pour ça que quand tu commences, avant même de faire ta promesse d'achat, il faut que tu évalues ton terrain. Pour une fois que ta construction est finie, tu as au moins sur papier avant de commencer, minimum 25% d'équité. Ça, c'est la base. C'est la base. Et le prêteur privé, est-ce qu'il va demander une mise de fonds de ton expérience à toi? Certains oui, certains non. Donc, ça va être à toi de bien négocier tes choses, mais en partant, tu t'auras mis quelques dollars pour faire ton implantation et ou
probablement ton 2D, ta topo, probablement peut-être un plan de construction, peut-être en commençant ou non. Ça, c'est pas grave. Donc, il faut que tu vois plus loin. Mais l'idée, c'est de faire approuver le projet à la municipalité. Tu as ton offre de location, tu as ton implantation, tu as ton 3D, tu as tes coûts de construction. Normalement, un prêteur privé va être très attentif à ce que tu vas y présenter le projet, afin que lui, il va vouloir être participatif là-dedans. Je vais donner mon point de vue en tant que banquier, en tant que prêteur. J'ai mes fonds aussi, on prête, puis aussi en tant que courtier, je mets mon chapeau de courtier. Donc j'ai tout le temps des solutions pour peu importe la situation. Dans un dossier comme ça, tu m'amènes à Timothée, c'est sûr que ça allume tous les prêteurs privés qui connaissent et qui ont les fonds, qui ne voient pas le fond du baril. Ces gens de prêteurs privés, ils vont être intéressés. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est la valorisation du terrain. Si tu as 25% d'équité, c'est sûr que ça nous donne un genre de coussin pour pouvoir aller de l'avant. Dire, OK, il y a quand même un 25%. Idéalement, mettre une mise de fonds, ça sécurise le prêteur. Mm-hmm. Ou des garanties collatérales, ça sécurise encore plus le prêteur parce que les bons prêteurs, ils ne veulent pas nécessairement reprendre. Donc, ils veulent que ton projet fonctionne. Donc, ils veulent savoir how much are you putting from your side. Like, c'est quoi ton équité? C'est quoi ta sueur? Si jamais tu perds, là, si jamais tu t'abandonnes parce que tu perds la tête, tu frappes un mur, puis tes neurones ne sont plus à la bonne place. Et là, tu t'abandonnes tout, mais le prêteur, il est un peu poigné à reprendre. Évidemment, s'il a les connaissances, ça ne lui dérange pas. S'il n'a pas les connaissances, il va devoir travailler un peu plus fort pour pouvoir aller chercher des solutions. Mais quand on appelle un Jeff, pas de problème. Jeff va aller racheter le projet du prêteur privé. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que la première relation avec le prêteur privé, si tu demandes la lune, le ciel et les étoiles, tu vas à 110% de financement, évidemment, tu rêves un peu en couleur. Ou quelqu'un comme Jeff qui a des statistiques de succès, tu démontres tous tes succès que tu as eus, là, tu peux vendre la vision et aller voir un prêteur privé à peut-être 100% de financement. Idéalement, c'est un mix des deux. Donc, c'est pas coulé sous le béton, noir sur blanc, qu'il y a une formule qui fonctionne tout le temps avec les prêteurs privés. Les prêteurs privés, c'est les humains derrière. Tu es capable de le convaincre avec ton gros projet, il va aller de l'avant. Si tu n'as pas d'historique, par exemple, dernièrement, j'ai eu un client qui avait une concessionnaire que tu connais probablement, un concessionnaire qui voulait acheter et il voulait rentrer des locataires. Il voulait rencontrer des locataires qui sont, je dirais, 2A. Pas des AAA, des 2A, des pizzerias ici et ça. Il n'y avait pas nécessairement de signature concrète. C'était juste des discussions par courriel que le locataire était intéressé. Mais ça ne fonctionne pas. C'est la première chose. La deuxième chose, il n'a jamais fait d'immobilier de cette grandeur pour rassurer les prêteurs privés. Puis, il ne donnait pas cette garantie collatérale. Il y avait des terrains à vendre. Malheureusement, les terrains n'étaient pas suffisants pour la valeur de l'acquisition. On parlait de 2-3 millions. Il y avait pour 200 000 de valeur de terrain. Il n'y avait pas d'évaluation sur les terrains, donc on ne pouvait pas savoir. Il était sur le marché, mais il n'y avait pas d'évaluation sur le terrain. Il fallait qu'on prenne ces terrains en garantie pour pouvoir acquérir le concessionnaire. C'est un peu un shit show. Il y avait beaucoup de choses qui ne rassuraient pas les prêteurs privés. Malheureusement, on n'a pas pu aller de l'avant. Ce que j'aurais fait autrement à sa place, c'est d'évaluer les terrains. Comme ça, bien, si on ne croit pas à ta valeur, même s'il est ici sur Centris, les courtiers immobiliers, on sait, des fois, ils acceptent le prix du client, mais après ça, leur stratégie, c'est d'avoir des offres ou de ne pas avoir d'offres pour baisser la valeur afin de les convaincre que le client, écoute, ça ne vend pas, vend moins cher, par exemple. Alors, si tu as une évaluation agréée, tu vas avoir une preuve de la valeur du terrain. Deuxièmement, c'est d'avoir des bails concrets, des contrats signés avec les locataires. Ça nous aide. Puis dernièrement, c'est aller chercher des investisseurs qui vont peut-être te donner un peu plus de sous afin de pouvoir financer la différence avec un prêteur privé. Donc, c'est des choses que j'aurais faites autrement. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des éléments qu'il faut que tu avances pour aller voir un prêteur privé ou bancaire.
c'est de base. Il y a des éléments comme une fois que tu as ton LOI, ben, tu peux le faire évaluer par un évaluateur agréé. Ça va te donner ta valeur éventuelle de ton bâtiment. Et avec ça, ça pas de LOI. En partant, tu ne peux pas te faire financer sur de l'air. Donc, bâtir sur une relation à ce moment-là, s'il est si proche que ça, ben là, il va aller chercher, il faut qu'il aille chercher des investisseurs passifs ou actifs, puis ils vont prêter dans le deal. Puis là, ils vont acheter la bâtisse en fin de la spéculer pour continuer la discussion. Mais c'est là un petit peu que c'est là que j'amène, moi, mes étudiants dans le mentorat commercial, justement, à éviter justement cette situation-là. Fais une promesse d'achat, va chercher ton LOI. Pour aller chercher ton LOI, il faut que tu aies une vision. La vision, c'est j'implante un strip mall. Bon, ben ton strip mall, c'est quoi les clients que tu cibles? Donc, il faut que tu connaisses le quartier. Donc, une fois que tu as contenu le quartier, tu fais ta vision, tu mets ton 3D, tu vas chercher tes locataires, tu fais tout ça sous promesse d'achat, tu reçois tes LOI. Par la suite, c'est beaucoup plus simple d'aller chercher du financement externe, des partenaires financiers, parce que tu as un LOI en place et tu viens supporter avec une évaluation agréée. C'est vraiment numéro 1. Absolument. Dis-moi, quelqu'un qui veut se lancer dans le développement des terrains, pourquoi, en fait, ma question, c'est la suivante. Entre le multilogement, le développement des terrains, la construction, des strip malls, c'est quoi ton favori? Est-ce que c'est le développement des terrains? Qu'est-ce qui prend le moins de temps? Ce qui prend le moins de temps, c'est le développement de terrain. Pourquoi? Ben parce que, tu es toujours en train d'attendre après quelqu'un. Donc, exemple, tu as un terrain d'1 million, 2 millions, 3 millions de pieds. Ben celui-ci, il faut que tu fasses une étude écologique en partant. Fait que ton étude écologique, ben, elle se fait entre fin mai, début mai, milieu de mai, jusqu'à maximum mi-septembre, 1er octobre. Tout dépendant des saisons. Fait qu'il faut que tu le fasses pendant ce temps-là. Fait que si tu as fait ta promesse d'achat au mois d'avril, au mois de février, ben tu peux pas faire ton étude écologique. Fait que tu as une promesse d'achat, puis t'attends. Là, tu vas envoyer ton étude écologique pour avoir une meilleure étude écologique. Il va passer quelque part au mois de juin. Il va faire son rapport. Le rapport va sortir vers fin d'août, début septembre. Mais après ça, tu peux pas faire tu peux pas avancer sur un autre professionnel tant que cette partie-là n'est pas faite. Tu peux faire ta topo, oui, en même temps, mais avec ta topo, avec ton étude écologique, par la suite, tu vas être en mesure de pouvoir dessiner tes rues, tes maisons, avoir la vision sur le projet. Je mets des blocs là, des ci, des ça. Ben, tu sais, développer un terrain, c'est minimum 2-3 ans avant de pouvoir faire des rues, là, t'sais. Et pourquoi les gens ils décident quand même d'aller de l'avant, sachant que c'est 2-3 ans? Est-ce que le multiplicateur est élevé? Le multiplicateur est très élevé, oui. Ben, on l'a vu dernièrement, entre autres, avec Luc Poirier. Il a fait la une des journaux. Donc, il a fait une grande valorisation après un certain nombre d'années, puis il a caché in vraiment de façon importante. Donc, c'est la façon de faire dans le terrain. Et il faut juste être patient et développer comme il se doit. Intéressant. Multilogement, c'est quoi ton point de vue sur le multilogement? J'adore le multilogement. J'achète pas de multilogement parce que l'achat du multilogement, t'achètes les troubles des autres. Mais tu sais, je vais te revenir en disant, Siri-Jan, on le sait qu'actuellement, on est en crise du logement. On le sait qu'actuellement, au Canada, il manque 3,5 millions de logements. Au Québec, si on ne fait pas bande à part, 1 190 000 logements manquants d'ici 2030. C'est pas Jeff qui le dit, c'est pas Siri-Jan qui le dit, c'est la SCHL qui le dit qu'il manque 1 190 000 logements. Donc, c'est un tsunami de multilogement à construire dans les prochaines années. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un, quelque part, qui a acheté un terrain, qui a fait des plans, qui l'a construit, qui l'a vendu à un investisseur. L'investisseur l'a gardé, l'a revendu à un autre investisseur, qui l'a revendu à un autre investisseur. Peut-être un des auditeurs qui nous regarde en ce moment et a acheté du multilogement usagé. Sachant qu'il manque 1 190 000 logements, pourquoi tu veux continuer à investir dans le multilogement usagé? Ça ne te tente pas de participer au tsunami de cash qui s'en vient? Parce que quand quelqu'un a acheté ton logement, a construit le multilogement que tu as acheté usagé, il a commencé à zéro. Puis là, il y a de l'argent qui s'est perdu en cours de route. Les bénéfices ou
la marge bénéficiaire qui s'accumule à chacun des steps, chacun des intermédiaires. Compare-le à une usine. Je fabrique des boutons de manchette. J'étais à Yann Lajoie, Power Action. L'autre jour, j'ai fait une conférence, je parlais de ça, des boutons de manchette. Un bouton de manchette, je fabrique des boutons de manchette, je distribue nationalement, qui distribue provincialement, qui le vend dans des magasins physiques ou virtuels. Nous, les Québécois, Canadiens, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'acheter directement à la manufacture. Tout le monde essaie de faire ça pour n'importe quel bien de consommation. Mais quand on devient investisseur, qu'est-ce qu'on fait? Je vais acheter du multilogement usagé. Allô? T'es pas tanné de laisser de l'argent sur la table? Ça ne tente pas d'être au début? Le début, c'est le développement. Le début, c'est le développement. Donc, promesse d'achat sur un terrain, pré-développement, développement, passe chez le notaire, valorisation de terrain, même chose. Puis par la suite, tu vas chercher ta construction. C'est un bon point de vue. Donc, tu te considères comme un coach en développement de Merci beaucoup. OK. Ouais. C'est comme ça que tu te considères, c'est ton expertise. Right? Ben, j'aime pas la terminologie coach. Le coaching est associé au sport. Moi, j'accompagne les investisseurs, futurs investisseurs qui désirent diversifier leur portefeuille immobilier ou partir dans l'immobilier, mais à partir des actifs flambant neufs et non acheter la misère des autres, passer soir, week-end, vacances, à rénover, poser de la céramique, faire de la peinture, poser des armoires. Ça n'a aucun sens. Ils ne voient pas leur famille, ils ne voient pas leurs jeunes. Tout ça pour aller atteindre la liberté financière qui est également la liberté de temps. Mais si tu n'adhères pas à une philosophie de liberté de temps et d'argent, puis tu fais 40 heures par-dessus ton 40 heures, juste pour atteindre cette liberté-là, il y a quelque chose que tu as manqué dans une lecture d'un livre. Est-ce que tu dirais que c'est aussi facile que, par exemple, l'optimisation forcée dans les multilogements? Par exemple, acheter, tu as des opinions fortes là-dessus, oui. dans le multilogement tout court, oui. comme tu as pu voir, comme j'ai pu entendre. Alors, par exemple, des investisseurs qui achètent des propriétés qui ont des locations moins élevées, par exemple, des revenus beaucoup plus bas. Donc, ils achètent, sachant qu'ils peuvent augmenter les revenus pour optimiser la valeur de la propriété puis pour avoir une meilleure valeur économique. Ça, c'est usagé, mais des immeubles à problème. Okay? Donc, c'est quoi ton opinion là-dessus versus le développement de terrain? Est-ce que tu as la même opinion, c'est-à-dire que tu achètes des problèmes, mais c'est ça que tu veux, tu achètes des problèmes pour pouvoir optimiser. C'est-à-dire que tu t'achètes à un bon prix dès le départ. Dans l'immobilier, on dit que le profit se fait à l'achat. Right? En fait, je suis d'accord avec toi. Je respecte énormément les investisseurs qui ont parti dans l'usager. C'est exceptionnel ce qu'ils font, mais tu es obligé, pour faire l'argent, sacrifier, encore une fois, tu vas le faire toi-même, ou tu vas embaucher des professionnels qui vont venir rénover tes immeubles. Et pour sauver de l'argent, souvent, on va prendre un professionnel de moindre qualité. Donc, on a tous eu des expériences. Si tu es un investisseur, tu reconnais ce que je veux dire. Le gars qui ne rentre pas, etc. C'est impressionnant ce qui se passe dans la rénovation. Mais en même temps, il faut que tu ailles la carapace et tu sois en mesure de dire, là, ce locataire-là, soit que je l'expulse ou je le force à aller à sa fin de bail, je l'envoie, tu te fais pitcher des roches. Sur Facebook, là, j'ai vu toutes sortes d'histoires dernièrement, c'est assez impressionnant. Puis là, le côté social au niveau des locataires, c'est quelque chose. Là. Donc, dans le neuf, l'usager, il achète un immeuble, donc il éjecte, il fait de la réno-éjection de locataires, rénove, donne une nouvelle valorisation, refinance, get de cash, il passe à un autre appel. C'est la même affaire dans le neuf. On achète un terrain, mais on crée une valorisation sur le terrain, on construit, on refinance, et à la fin, on se fait moins pitcher de roche. On a moins de problèmes parce qu'on est dans le neuf. Par contre, on a d'autres obstacles, c'est certain. Il y a toujours des obstacles. C'est pas plus facile l'un plus un que l'autre. C'est une question de vibe. Où est-ce que tu es, toi, en tant qu'investisseur? Es-tu un gestionnaire de projet? Oui, je t'enligne vraiment à aller vers le neuf parce que dans le neuf, faire un 12 logements, une fois que ta promesse d'achat est acceptée pour aller au permis de construction, ça va te prendre... on va dire que tu n'es vraiment pas bon, c'est Rujan. On va dire que tu te lances là-dedans là, puis tu n'es pas bon. Mettons, tu as 60 heures de ton temps sur, on va dire, mettons, 3 mois, 4 mois avec les plans de construction, etc., passer ça à la ville. Écoute, 60 heures.
Tu sais, moi, un 12 logements, un plan de construction, ci et ça, je suis à 15 heures à peu près, là, tu sais, sur 4 mois, 5 mois. Ça ne demande pas de temps. C'est la beauté du développement. C'est vraiment la beauté du développement. Ce que je peux vous dire aussi, au niveau du financement, au niveau des prêteurs privés, j'ai eu des investisseurs assez rock'n'roll, comme tu les aimes m'appeler. Ils achètent, ils vont les subdiviser sur plan. Et par la suite, ils vont aller chercher une évaluation agréée. Ils vont avoir une évaluation beaucoup plus élevée que l'achat. Donc, par exemple, ils vont acheter à 500 000, ils vont faire tous les cadastres et tout. Et après ça, ils vont aller commander une évaluation, puis ça vaut 1 million. Après, bien sûr, après la construction, mais sur carte, c'est seulement sur plan, dans l'évaluation. Et ils vont demander un financement sur 1 million, par exemple 50%. Donc là, ils ont acheté à 500 000 avec leur propre cash. Ils sortent en financement leurs 500 000 avec un privé, et ce qui permet de soit continuer un peu le projet ou soit faire d'autres choses. Donc, un prêteur privé, par exemple, qui croit au projet, c'est très facile d'aller chercher du financement avec eux, tant et si longtemps que tu as l'expérience, tu sais ce où tu t'en vas. Et j'ai beaucoup d'investisseurs qui ont fait ça durant le COVID et un peu après le COVID. Là, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, ça ralentit un peu. Mais c'est des choses qui sont possibles au niveau des prêteurs privés et des prêteurs alternatifs. Donc, c'est un super de beau chemin. C'est une façon de faire dans l'immobilier. C'est la traque à prendre de toujours soit utiliser un partenaire financier qui va t'aider, t'accompagner pour le refinancement. C'est beaucoup plus facile. Mais j'invite vraiment les investisseurs à utiliser justement le knowledge, à l'utiliser en leverage, puis à pas avoir peur de dire, ben gars, sur ce coup-là, je vais prendre moins d'argent. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait un petit peu d'argent. Après ça, la deuxième page, j'avais moins de participation dans le projet, mais j'ai une réalisation. Une fois que tu as une réalisation, ben ton ego monte, tu as tes bébés succès, puis chaque bébé succès te rapproche vers un succès et tu vas avancer. Ça va être beaucoup plus facile au fur et à mesure. C'est pas parce que tu es 12 dans un projet que même si tu fais un petit peu moins d'argent, tu vas t'en servir comme carte marketing. Donc, serre-toi-en en carte marketing, puis avance. Sois un investisseur intelligent au lieu d'essayer de tout grabber le cash pour toi. Là. J'ai connu un autre investisseur qui développe des terrains. Lui, sa fierté, c'est de ne pas avoir utilisé du financement pour les achats. Right? C'est-à-dire que... Attends, je t'explique. Il a acheté plusieurs terrains, mais c'est tous des investisseurs passifs qui attendent pas à la porte avec leur gros bâton de côté où mon argent, où sont mes intérêts. Imagine, tu es embarqué sur 10 projets parce que ça va prendre du temps, donc tu te prends le plus de projets possible sur les terrains. Et là, finalement, tu as des gauche à droite, tu as un 12%, tu as un 14%, tu as un 15%, tu as un 10%. À un moment donné, ça devient lourd, à moins que tu prends des prépaiements des intérêts avec le prêteur privé. Donc, c'est des possibilités quand il y a une bonne équité dans la propriété. Qu'est-ce que tu penses de l'idée d'aller chercher des investisseurs passifs qui croient ta vision, mais tu n'as pas de paiement à faire? Ils attendent avec toi parce qu'ils veulent faire la grosse argent. Puis aujourd'hui, Duc Paris nous a aidés avec le point de vente, là, c'est-à-dire qu'on peut vendre l'idée d'écoute, Luc, ses investisseurs ont attendu 15 ans, puis regarde, ils ont touché la grosse argent. Donc, y a-t-il quelque chose comme ça qu'on peut faire ou que tu conseilles les gens? En fait, dans le partenariat, c'est une des formes. Donc, nous actuellement, c'est sûr que notre société, on est toujours appelé à avoir plein de terrains qui rentrent. On a plein de terrains à développer. Et la capacité financière aussi, ne serait-ce que de l'injection en soft cost, à un moment donné, ça devient gros. Okay? Donc, la clé, entre autres, c'est justement de faire venir des investisseurs passifs. Donc, c'est ce que l'on fait actuellement. On monte des sociétés en commandite et puis on invite des investisseurs qui injectent de l'argent de façon passivement. Et nous, on est actifs dans le projet. Ça nous permet de monter beaucoup plus de projets. Donc, on donne un super rendement. Les investisseurs sont super contents. On a des réalisations. Donc, c'est une façon de faire qui est peu connue au Québec, mais qui se fait beaucoup. Donc, j'invite vraiment les investisseurs à utiliser cette forme d'investissement-là et où ça peut être une société par action aussi. Donc, la société en commandite est peut-être un petit peu plus complexe quand on commence en développement immobilier ou en investissement immobilier, mais par contre, c'est quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, j'ai une formation qui s'en vient là-dessus sur la syndicalisation. Ça va être
Ah oui? Oh, Ouais. wow. OK, mais pour les gens qui sont un peu plus expérimentés, right? Qui veulent savoir comment ça fonctionne, les sociétés par commandite ou les levées des fonds. Toi, aujourd'hui, où est-ce que tu es rendu? Comment tu vas chercher tes fonds? Puis c'est quoi la formule que tu as actuellement? Moi, j'ai une formule super simple. Donc, on va donner un rendement sur l'argent investi et on a la porte de sortie qui va être l'hypothèque. Donc, on tente de faire des projets de 12-18 mois maximum. Donc, on a une fenêtre comme ça. On fait nos budgets, on avance. On ne donne pas de faux espoirs. On ne dit pas qu'ils vont devenir milliardaires en injectant un premier investissement de 250 000 parce que c'est des investisseurs qualifiés au sens de l'AMF. Donc, il faut faire attention avec ces produits-là, mais il ne faut pas t'offrir la lune. Il ne faut pas que tu dises que tu vas arriver, que tu vas tripler la mise. Non, il faut que tu dises les vraies choses, comme du monde. On va vivre des embûches. Ça va prendre 18 mois. Tu vas avoir un rendement de X, tu vas avoir un rendement de Y. Une fois que tu as sorti, le refinancement est fait, tu es payé first et par la suite, on reçoit des dividendes parce qu'on garde les bâtiments. C'est la formule que moi j'utilise en ce moment avec des investisseurs passifs. C'est quoi le rendement qu'on peut s'entendre dans le développement des terrains? Il y a des différentes versions. Là. Ça peut aller de 6 à 20 %. Ça dépend si l'objectif, parce que moi j'ai comme 3 types de fonds. J'ai un fonds que je monte, c'est pour développer des terrains dont l'objectif est de les flipper. Donc là, on a souvent un rendement du double de la mise de fonds dans bien des cas, des situations, parce qu'on valorise les terrains. C'est souvent 2 fois, 3 fois, 5 fois La mise 250, tu ressors avec 500? Dans certains cas, il faut faire attention. Je fais attention, on est filmé, mais il y a des cas, oui, qu'on arrive à faire ça. Après ça, ben, une fois qu'on a revendu le terrain, soit dans une autre entité, là, c'est de le construire. Mais dans la construction, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que l'objectif, encore une fois, c'est une fois qu'il est construit, de le revendre? Exemple, tu montes un 36, tu montes un 60 logements, tu veux le vendre à un fonds de pension, à un REIT? Peut-être que oui. Donc, c'est l'objectif du deuxième fonds. Et ou le troisième objectif, c'est dans le fond, de construire, acquérir, développer, construire, garder pour une période minimum de 10 ans. Est-ce que tu peux témoigner que le premier, c'est-à-dire valorisation et flipper, il y a le plus d'argent à faire dedans? Solide. Solide, hein? Ouais. OK. Maintenant, c'est quoi ton meilleure histoire de succès où tu as fait le plus d'argent, soit à toi ou à tes investisseurs? En fait, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est ce que je vois, c'est que mes mentorés, mes élèves, des fois, ils ont fait une promesse d'achat sur un terrain que moi, je n'ai pas réussi à avoir. Ah Fait que pour moi, là, ça, c'est un gros succès pour moi. OK? Donc, ça flatte mon ego, mais je suis vraiment content. Donc, j'ai des élèves là, qui ont minimum, c'est 50 000 dans les flips. Puis actuellement, le plus gros flip de nos élèves, c'est 1,5 million de profit. Par contre, ce record-là, il est en train d'être battu par une femme qui est dentiste, qui a des enfants, et puis elle va faire tout près de 3,5 millions, 4 millions de profits sur son flip sur environ 2 ans, 2 ans et demi. That's amazing. Est-ce que tu connais les chiffres un peu? Oui, je connais les chiffres. Je ne les divulguerai pas parce que c'est une propriété qui est en vente sur le marché. Donc, je veux juste mentionner que c'est notre nouveau record. Personnellement, parce que tu me le demandais personnellement, actuellement, moi-même, je viens de battre mon propre record en ce moment. On vient d'accepter une promesse d'achat. Ça fait quelques semaines déjà. On a fait un changement de zonage qui a pris 15-18 mois, sous promesse d'achat, de 2 étages à 10 étages. Donc, on a parti d'une valorisation de promesse d'achat à 940 000 à une valeur de terrain de 3,2. Sur plan. Right? Il y a absolument rien dans le terrain. Il y a une bâtisse qui est achetée à terre. OK. Donc, c'est une bâtisse de 2 logements, 2 étages. Non, c'est une bâtisse de 1 étage, mais le terrain est zoné 2 étages. Donc, on a fait les démarches pour faire un changement de zonage avec la municipalité. Ça a pris tout près de 18 mois total, sous promesse d'achat. Et là, maintenant, le terrain vaut à une valeur de 3,2 millions. Donc, l'acheteur qui va construire 10 étages va probablement l'acheter à 3,2 millions. Puis par la suite, est-ce que tu vas plus loin dans les statistiques, dans les chiffres, pour dire, OK, combien que l'acheteur qui va construire pourrait faire après la construction de 10 étages? Tu sais, il y a beaucoup de prospecteurs dans le marché en ce moment. Mm-hmm. Il y a beaucoup de flippeurs de terrain ou flippeurs de bâtiments. Ils font une erreur. Ils envoient les chiffres à l'acheteur.
C'est pas ton problème. L'acheteur doit faire ses chiffres. Parce que là, il va venir challenger tes chiffres quand tu vas faire un flip de terrain ou un flip de bâtiment, un flip de maison. Donc, c'est pas ça. Il faut que tu lui fournisses un plan, une implantation, un 3D, tout ce qui s'ensuit, comme j'enseigne dans mon programme de flip de terrain. Puis par la suite, c'est à lui à faire ses calculs. C'est quoi ses calculs de rentabilité? Par contre, quand tu fais un flip de terrain, il faut absolument que tu connaisses la marge de manœuvre que tu as. Si tu connais les coûts de construction, tu connais tes coûts de tes soft costs, tu sais comment l'immeuble va sortir avec une hypothèque éventuelle. Ça veut dire que tu connais ta marge que le futur acheteur va avoir. Par le fait même, ça te donne ta marge de manœuvre, de négociation pour acheter le terrain. Donc, souvent, on voit des terrains à vendre, mettons, je vais dire n'importe quoi, 1,3 million. Il est à vendre à 1,3 million. Il est déjà trop cher. Mais si ton objectif, c'est de flipper, tu veux être sûr d'étirer ta promesse d'achat. Pourquoi tu ne ferais pas une promesse d'achat à 1,3? Ah non, il faut absolument avoir le deal, hein? Il faut absolument faire le gain se fait à l'achat. Ben non. Si tu flippes le terrain, le gain ne se fait pas à l'achat. Le gain se fait à la sortie. Toi, tu veux gagner du temps. Donne plus d'argent au propriétaire, puis dis-y, ça va être plus long, il faut que je fasse passer mon projet à la ville, il faut que je le fasse accepter. Une fois qu'il l'a accepté, la ville l'a accepté, tu as une nouvelle valeur. Le terrain ne vaut plus 1,3, il vaut 1,7. Donc, flip-les à 1,5, mettons. Laisse de l'argent aussi à l'acheteur éventuel de ton flip de faire de l'argent, lui, à l'achat, parce que lui, il va le construire. Ça te fait un client, ramasse-en 5 de même dans l'année que tu as fait 200 000. Excuse-moi, là, ça fait-tu 2 fois 5, ça fait 10, ça fait-tu 1 million de profit dans l'année? Avec 5 clients dans lesquels tu vas faire des flips, tu vas faire un profit de 200 000? Incroyable, incroyable. Encore une fois, si vous êtes ouvert à que je finance vos projets comme ça, avec les prêteurs privés, on en fait tous les jours, donc ça me fait plaisir. C'est ça qu'on fait. Alternative privée, et on regarde même la porte de sortie qui est le financement bancaire. On est capable de... Tu sais, Jeff, quand on est capable de faire approuver un dossier avec un prêteur privé, ce que j'aime dire aux clients, ça veut dire qu'on croit à votre projet. Aussi simple que ça. Si vous avez un prêteur privé, un banquier, un prêteur alternatif, peu importe, qui dit on y va de l'avant, okay, c'est parce qu'on croit à votre projet, on sait que si vous faites ce que vous avez à faire, vous allez avoir du succès. Donc, on est content, on est rassuré de prêter notre argent durement gagné dans ce genre de projet. Right? Donc, ça, c'est quelque chose à réfléchir. Si 10 prêteurs refusent le dossier, là, peut-être que tu rêves en couleur. Peut-être que tu dois aller revoir Jeff pour dire, écoute, Jeff, peux-tu me conseiller? Ou me former. Exact. Parce que au risque de me répéter, là, dans le fond, c'est vraiment important parce que lorsque tu arrêtes tes connaissances, tu arrêtes vraiment ta croissance. Les connaissances vont augmenter ta croissance. Puis si tu fais comme tous les moutons, vous êtes 300 000 investisseurs. Quand il y a un deal qui sort sur Centris, un multilogement, un 6 logements, vous êtes 300 000 à la regarder. Mais quand il y a un terrain qui sort, on est peut-être 100 personnes qui la regardent. Ouais. Donc, je ne sais pas, moi, mais continuez de regarder des deals de multilogement. Puis moi, je vais continuer avec mes élèves à avancer. Puis nous, on va faire les acquisitions de terrain. Puis on va grandir notre parc immobilier. Puis on va faire partie du tsunami de cash parce qu'il manque 1 190 000 logements au Québec d'ici 2030. C'est 200 000 logements chaque année à construire pour atteindre l'équilibre. Ouais, si tu en construis 1000, là, tu es déjà dans les millionnaires si tu continues à faire ça chaque année. Absolument. Ouais. Ben, d'ailleurs, c'est la liberté financière, c'est le cash flow, donc c'est ce qu'on recherche. Absolument. Dis-moi, au niveau de l'offre d'achat, right? Si tu en fais 10, 15 offres d'achat acceptées, puis tu travailles sur plein de valorisation de terrain, les vendeurs, quand tu demandes d'avoir une extension d'1 an, ben, c'est sûr que c'est graduel. Ils vont te demander un dépôt, n'est-ce pas? Ils peuvent essayer de te demander des dépôts. N'est-ce pas? C'est vrai. Et qu'est-ce que tu dis? Je te remercie beaucoup. Élèves? C'est super simple. Il faut être transparent avec un vendeur. Monsieur le vendeur, lorsque j'ai fait ma promesse d'achat, vous le saviez, je veux faire approuver mon projet à la municipalité. Moi, quand je vais closer, là, je vais avoir déjà investi dans des implantations, dans des 3D,
Peut-être plan d'architecture, ça dépend à quelle étape tu vas aller. Tu vas faire tes tests de ça, hein, tu vas faire ta topo, whatever. À quel niveau tu veux aller, bien, tu vas avoir déjà investi 50, 100, 150 000. Donc, quand tu es rendu à la fin et il insiste pour avoir son dépôt, tu peux dire extension supplémentaire, exemple, de 60 jours parce que tu es en train de closer avec les prêteurs privés de Ceridian. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, tu vas lui dire, voici ce que je vous propose. Si je ne close pas, toute la documentation que j'ai faite depuis le début, je vous la donne, je vous la laisse. Donc, vous allez avoir un plus-value sur votre terrain. Ça, c'est un autre petit truc qu'on utilise à la dernière minute. Tu sais, là, le l'as dans la manche, là, ben ça, vous pouvez utiliser ça, ce truc-là, parce que c'est super efficace. Mais sinon, moi, je donne à peu près jamais de dépôt, honnêtement. Là, je pense que c'est arrivé 2 fois à date depuis 2007. Wow. That's crazy. Ouais. Ça, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que ce qui arrive, c'est que tu vas avoir ce stress de perdre ton argent. Alors, ça, tu vas faire des mauvais coups, des erreurs. Quand tu es stressé et que tu as 50 000, 100 000 à perdre, c'est là que tu prends des plus gros risques. Tu amènes un autre prêteur privé qui va pouvoir le financer, mais tu acceptes son 40% de taux d'intérêt. Ça, c'est illégal en passant, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, dernièrement, on vient de faire une promesse d'achat sur une propriété et la promesse d'achat est à 6 millions de dollars. Il y a un actif dessus, super important, mais elle a été refusée parce que le vendeur, il dit « Je veux une mise de fonds, un vieux loup, là. Je veux un dépôt de 100 000, une trosse. » Fait que ce qu'on a fait, on s'est reviré de bord, on est allé voir notre prêteur, sort-nous une lettre de financement, 100% du financement. On a refait une nouvelle promesse d'achat. Là, on attend la réponse. Fait que aujourd'hui, je ne peux pas te la donner. Mais on a refait une nouvelle promesse d'achat avec une lettre de financement comme quoi qu'au closing, l'argent est au rendez-vous. Le 100 000 ou le 6 millions? 6 millions. OK. Fait que la 100 000, il faut toujours comprendre, surtout dans le développement immobilier, il y a toujours des investissements à faire initial. Mais encore une fois, si tu veux, tu peux juste faire un flip sans investissement. Tu vois une opportunité, tu fais tes calculs, tu fais tes étapes. Nous, on en a 18 dans le programme Flipland que je mets en place depuis 2007. Là, je suis mes étapes tout le temps. Donc, c'est ce qui fait en sorte que tu es certain, avant même de faire ta promesse d'achat, que tu vas sortir du cash. Donc, si tu veux, tu vois une opportunité, tu la trouves, tu la regardes, et puis là, ben, tu vas voir un contracteur, tu vas voir un autre investisseur, tu dis « Hey, sur ce terrain-là, voici, tu peux faire un 12, tu peux faire un 6, tu peux faire 4, 8, whatever. » Tu as trouvé l'opportunité, tu n'as pas mis d'injection d'argent, achète ma promesse d'achat de moi à 15 000, 10 000, 20 000, 25 000. Donc, tu auras juste du temps à mettre comme prospecteur. Intéressant. Et les investisseurs, est-ce qu'on peut témoigner que on peut devenir millionnaire en faisant du développement des terrains? Vraiment. Mettons, mon programme Apparent Mentorat, il existe depuis 2019. On a fait la première cohorte le 8 janvier 2020. Depuis ce temps-là, nous, j'ai 15 personnes qui ont déjà quitté leur emploi. J'ai des gens qui font des flips à côté. J'en ai qui font des 100 000, des 200 000 par flip, des 300 000. Il y en a qui se sont mis en partenariat, qui font des flips continuellement et qui se claquent 1 million par année à 2, à 3. Ils font du partenariat ensemble. Là, ils se sont découverts dans le groupe, dans les cohortes. C'est ça qui est le fun. Il y a d'autres écoles. Tu as la MREX, Ghislain-La Rochelle, machin. Tout le monde se crée un lien d'amitié à travers l'apprentissage qu'on fait de l'immobilier dans différents programmes de formation. Bien, chez nous, c'est la même chose. Puis ils se mettent ensemble et ils font des deals. Donc, oui, je prends le cas de la dame tantôt qui a fait, entre autres, qui va faire un flip. Ben, c'est plusieurs millions de la shot. Donc, c'est l'immobilier. Tu peux devenir multimillionnaire dans les délais que toi, tu vas avoir voulu. Donc, comme tu le sais, Ceridian, il faut se fixer des objectifs. Mais les objectifs, on les fixe. Si tu dis, je veux être multimillionnaire. OK? Tu veux être multimillionnaire quand? Ben, dans ma vie. Ben, tu sais, l'univers ne t'amènera pas l'argent sans action. Puis si tu ne te mets pas une date butoir, tu ne pourras pas l'atteindre. Donc, je veux 10 portes le 31 décembre 2024. Je veux 24 portes le 30, parce que là, vous autres, vous parlez en porte, 24 portes
le 31 décembre 2025. Là, tu as un objectif qui est réalisable dans un délai prescrit avec une date butoir. Là, après ça, il faut que tu fasses ton plan d'action pour atteindre ça. Fait qu'il faut que tu rock. C'est comment on rock? Ben là, tu vas faire des appels, tu vas appeler des courtiers, tu vas rencontrer des courtiers financiers, tu vas lui demander, tu viens rencontrer Cyril-Jeanne, tu viens déjeuner avec Cyril-Jeanne, tu lui dis, hey, comment ça marche le prêt privé chez vous? Comment tu peux m'accompagner? Ben là, moi, voici ce que tu vas faire. Tu vas me faire ci, ça. Si tu m'amènes ça de même, je suis en mesure de t'aider. Mais si tu ne m'amènes pas, comme je te le dis, ben je ne suis pas en mesure de t'aider. Donc, j'invite toujours les investisseurs à rencontrer au minimum 5 courtiers hypothécaires par mois, 5 courtiers immobiliers par mois, fais des déjeuners avec, des dîners au pire, jamais de souper, parce que les courtiers, c'est le matin qu'ils sont un peu plus libres, dans l'après-midi. Surtout que 10 heures pogne, le téléphone, il ne dérugit pas, ils n'ont pas la captation, ils ne sont pas avec toi. Donc, va déjeuner avec, m'en dis comment il fonctionne, fais une alliance avec, avance, progresse, mais fais de l'action. Parce que même si tu fais un objectif et tu n'as pas de plan de match, tu n'atteindras pas des objectifs, tu n'atteindras pas ta vision. On arrive à la fin, Jeff. Dis-moi comment que quelqu'un qui veut commencer dans l'immobilier, dans le développement, combien d'argent qu'il devrait avoir pour commencer? 2 options. Il fait par lui-même. Il va faire une promesse d'achat, il va investir un petit peu d'argent dans les soft costs. Ça peut aller jusqu'à un minimum de 15 000, 5 000. Tu sais, un plan d'implantation, tu peux avoir ça pour entre 3 et 5 000 selon les projets et plus. Là, ça peut être plus gros, mais mettons 3 à 5 000 $. Tu viens démontrer avec ton implantation, ton imagerie 3D. Pas obligé d'avoir les balcons, les ci, les ça. On veut un cube blanc pour démontrer qu'il y a 3 étages, il y a 4 étages. Implantation avec un professionnel, petit design avec des fleurs, machin. Et là, au moins, tu es en mesure de savoir ce qu'il y a sur le terrain. Ben, tu vas payer le professionnel ou ben non, tu vas prendre des sous, tu vas prendre des connaissances, tu vas te prendre un programme de formation. Je ne suis pas tout seul à offrir de la formation sur le développement de terrain. Va voir les différentes opportunités. Cogne à une personne, un mentor, ou prends-toi quelqu'un, un partenaire que tu as envie d'être allié avec lui, tu t'identifies à lui. Va chercher des connaissances, améliore tes connaissances, deviens bon, très, très bon dans ce que tu fais. Et par la suite, tu vas devenir indispensable pour un investisseur passif. C'est impressionnant. Mais la vraie réponse, selon moi, Jeff, c'est va te développer, va chercher un cours, va voir quelqu'un comme Jeff, peu importe ton prix de coaching. Si ça coûte 5 000 $, c'est un excellent moyen de commencer parce que tu vas éviter des centaines, des milliers d'heures d'erreurs, d'obstacles que tu peux éviter en prenant les meilleurs conseils. Puis par la suite, même les 15 000 $ que tu dois dépenser pour l'implémentation, tu vas pouvoir aller chercher des investisseurs parce que Jeff, dans son cohorte, il doit en avoir d'autres personnes. Si tu es un bon deal, les gens pourront s'embarquer avec toi. Écoute, je fais du pouce sur ce que tu as dit. Pas nécessairement sur le coût du programme, mais je vais faire du pouce sur les heures ou l'investissement que tu vas perdre. Tu vas injecter de l'argent de trop. Donc, c'est le leverage là, avec quelqu'un avec des connaissances, ça va beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et on risque de me répéter. Formez-vous, lisez des livres, à la bibliothèque. Il y a plein de livres, c'est gratuit à la bibliothèque. On arrive à la fin, Jeff. Merci pour tes merveilleux conseils. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ce podcast. Beaucoup de choses que j'ai appris. Right. Ça, c'est super important, à part ma chemise. Mais aussi pour les offres d'achat, tu as donné un certain conseil sur comment négocier pour ne pas mettre de dépôts. Pourquoi le développement des terrains, développement est beaucoup plus intéressant que d'autres phases, d'autres étapes de multilogement, d'autres étapes de construction, d'autres étapes dans l'immobilier. C'est très important. Je pense que n'importe qui, c'est vrai, moi qui vis l'expérience, la vie des autres investisseurs, je vois un paquet de monde perdre des cheveux, un paquet de monde stressé, sous le rush, sous les délais, tandis que tu es sur le terrain, t'assois, tu restes là, surtout si tu as des bons partenaires avec toi, des bons prêteurs avec toi, ben, chaque année, il y a quelque chose qui sort, qui s'en va vers la porte de sortie, tu fais ton argent, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas nécessairement comme le multilogement où on vit vraiment beaucoup plus de stress. Il y a de l'argent à faire, c'est juste un autre milieu, une autre façon de faire les sous. Moi, j'ai investi un peu dans différentes sphères parce que je prends les meilleurs pour pouvoir le faire, des gens qui ont de l'expérience. Et Jeff, ça a été vraiment un plaisir. On arrive à la fin. Donc, question
boule de feu. Donc, si tu avais un livre à nous recommander, ça serait quel livre que tu nous recommanderais, soit dans l'immobilier ou dans le développement personnel? Si tu attends quelques semaines, tu achètes mon livre. OK, c'est quoi ton livre? Let's go. Je suis en train de... Il est fini d'écrire. On est rendu à plusieurs lectures. Donc, on s'en va l'envoyer à l'édition. Donc, il va sortir dans quelques semaines. Je vais te dire mon livre. OK. Je vais me péter les bretelles. Tu sais, je suis sur ton show. Ben oui. Je me pète les bretelles. Mais sinon, un autre livre qui est vraiment important pour moi, tu sais, c'est sûr, tu as... tous les films de les livres de Carnegie, là, c'est vraiment important. Tu sais, puis faire du développement personnel, c'est tout aussi important que d'avancer dans l'immobilier. Si tu fais pas de développement personnel, tu ne pourras pas avancer dans n'importe quelle sphère d'activité comme entrepreneur et comme investisseur, naturellement. Dale Carnegie, c'est des très bons livres. Ah, c'est malade. Think and Grow Rich, je pense que c'est Napoleon Hill, Ouais. How to Influence People, How to Win Friends and Influence People, ça, c'est un très bon livre. T'as-tu un titre pour ton livre à toi? Pas encore? On est en litige dans le groupe, dans notre groupe, dans notre gang. On a 3 titres. Là, on a éliminé un, il en reste 2. OK. Donc, on hésite dans le titre. Et puis, la page couverture est en train va se faire par rapport au titre. Mais disons que stay tuned, ça va venir bientôt. Excellent. Ben, on sait tous que Jeff va sortir un livre, donc restez à l'affût. J'aime toujours poser la question, si tu rentres dans une machine à retourner dans le temps et tu rencontres le jeune Jeff de 21, 22, 23 ans, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour peut-être arriver plus vite à ta destination ou d'autres objectifs? Ce serait quoi comme conseil que tu donnerais? Le conseil primaire, je suis obligé de revenir toujours sur les connaissances, d'aller chercher plus de connaissances, comme on a vu dans le début du podcast. Moi, j'ai perdu plusieurs millions parce qu'il me manquait des connaissances. Mais j'ai le goût d'aller sur un deuxième élément, ça serait sur le développement personnel. Ça serait vraiment de bâtir sur ton développement personnel en même temps que tu vas prendre action pour faire de faire du développement immobilier ou de l'acquisition d'immobilier. Sans action, tu n'auras pas de loyer, tu n'auras pas de misère, tu n'auras pas de fin de semaine à poser des armoires, poser de la céramique si tu t'en vas dans l'acquisition parce que tu ne prends pas action. Mais je veux juste ben là, les gens, ils ont une peur bleue d'avancer. Il ne faut pas avoir peur. Rappelle-toi, quand tu as fait du vélo, tu as commencé, tu t'es pété la marboulette, tu t'es relevé, tu as recommencé. Puis l'autre élément que j'arrête pas de dire, si tu veux vraiment avoir la liberté financière, fonce. Rappelle-toi quand tu étais au IGA, dans un bar, dans une épicerie, au Dollarama, puis tu as rencontré, tu as croisé le chemin dans les allées de ton partenaire de vie. Bien, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris action pour aller voir ton partenaire de vie. Puis là, aujourd'hui, tu es avec, tu as des enfants. Mais si tu ne prenais pas l'action, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de partenaire de vie. Donc, c'est prendre l'action. Puis, pour passer par-dessus vos peurs, je vous invite vraiment à toujours revenir dans le passé sur un des succès que vous avez eus. Justement, comme je viens de mentionner, sur le partenaire de vie, sur la bicyclette, sur la médaille paralympique, sur la médaille des Olympiques d'école, whatever, le dessin, tu as gagné. Tu es arrivé deuxième, tu es arrivé troisième. Comment tu te sentais fébrilement dedans? Et par la suite, ben, tu prends ce feeling-là, puis tu le transposes pour venir le mettre dans ta nouvelle action qui est le développement immobilier, l'acquisition immobilière. C'est ce que j'aurais envie de... J'adore. Juste suis ton micro quand tu bouges. Et dernièrement, si tu remontes, tu rentres dans la machine encore une fois, mais tu avances dans le temps. Au Jeff de 110 ans, right? Il revient aux jeunes d'aujourd'hui. Jeff, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Partenariat. Pour avancer dans l'immobilier, utilisez le leverage de partenariat. Faites des bons documents. Avec des bons documents, tu as toujours une porte de sortie. Tu es toujours protégé. C'est le partenariat qui va te faire propulser. Utilise le partenariat pour partir. Même si tu es plus petit, à la fin, tu vas t'en servir, tu vas grimper ta crédibilité.
Jeff, ça a été un plaisir. Beaucoup de conseils, beaucoup de golden nuggets. Yes, C'était sir. super. Merci, pertinent. Zerijan. Si vous avez besoin de ces cours, de ces coachings, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut te rejoindre? Sur mon site web, apparentmentora.com ou page Facebook, Jean-François Carrière. Instagram, Jeff double underscore carrière. Fait qu'Instagram, je commence là. Fait que soyez gentils avec moi. Si vous avez besoin d'un coup de main avec vos financements, n'hésitez pas à nous contacter. On fait de tout, commercial, privé, industriel. On fait pas mal de tout. S'il n'y a pas de solution avec moi, il n'y a pas de solution nulle part. Parce que je suis comme le dernier ressource pour tout le monde. Même les courtiers Bodega, ils nous appellent tous les jours pour avoir des solutions pour leur dossier. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Ça va nous faire plaisir.